Brestois, nous revoilà sur les ondes après quand même 2 petites semaines d'absence, je crois que c'est ça. 2 petites semaines pendant lesquelles le Stade Brestois n'a pas brillé. 2 petites semaines aussi où il y a eu une trêve internationale et où toute une réflexion s'est faite finalement sur l'avenir du Stade Brestois. Et c'est pour ça qu'on a décidé avec François, qui est avec nous d'ailleurs. Bonjour François. Bonjour tout le monde. Donc je disais que nous avons décidé non pas de faire un podcast habituel qui reviendra sur la débâcle à Nice ou sur la défaite précédente, mais plutôt un podcast un peu d'humeur ou on va dire presque de débat, puisqu'on voit quand même que certaines personnes enterrent déjà le Stade Brestois 29, disent que après ces 9 journées, il n'y a rien à espérer, le maintien semble presque impossible. D'autres qui sont peut-être dans l'excès inverse et pensent que Brest va se relever de manière presque fantastique. Donc voilà, on va avoir ce petit débat entre nous et la question fondatrice c'est est-ce qu'aujourd'hui Brest a la tête parfaite du relégué, voire même de la lanterne rouge. Donc malheureusement on ne sera que 2 sur ce podcast, Quentin n'est malheureusement pas disponible pour raisons professionnelles, mais on va essayer d'avoir un débat un peu mesuré. Ça tombe bien parce que sur le coup je sais qu'on n'est pas totalement d'accord. Ouais, déjà, avant de commencer, c'est vrai qu'on en discutait déjà dans la semaine. On n'a pas forcément. Bon, je pense qu'on peut se rejoindre sur certains points quand même, mais peut-être que sur la finalité, on a tous les deux des avis divergents, donc ce ne sera que mieux de toute façon pour le débat. Juste comme ça, pour info, j'avais lancé sur Twitter un petit sondage. Justement, en reprenant la phrase que tu viens de donner, donc j'avais marqué après 9 journées disputées, 4 petits points glanés et aucune victoire au compteur. Brest a-t-il le profil parfait du relégué? J'ai mis ça il y a une demi-heure à peu près, et avec donc 261 votants, il y a 87% grosso modo de oui, de gens pensent que Brest a le profil du parfait relégué. Aïe 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 aïe. Et dans ces 87%, donc on retrouve François. Bien sûr, je crois que j'ai voté en premier. Alors on va essayer de le faire dans un format un peu dynamique, presque en dialogue où chacun va avancer un point après l'autre. Tu veux commencer, tu veux que je commence, et comme tu le sens. Bah écoute, peut-être juste déjà faire un bref retour sur les derniers matchs. On n'en a pas trop parlé sur le podcast. Enfin, vraiment très rapide, pas analyser les matchs en soi, mais juste les résultats, parce qu'il y a la défaite à Nice et il y a la défaite face à Metz. Et c'est ces Hmm. deux résultats-là, moi, alors pas tant celui de Nice qui en somme est plutôt logique, mais c'est plutôt la défaite à domicile face à Metz et les matchs à Nantes, où d'ailleurs j'étais présent à la Beaujoire et c'était assez lamentable de voir ce qu'il y a eu sur le terrain, et également le match à Clermont. Bon, qui vont nourrir mon propos aujourd'hui et mon argumentaire, c'est que pour moi, effectivement, le Stade Brestois, et j'ai noté 5, 6, 7, 8 points là, pour étayer tout ça, et le profil en fait du relégué, et je pense que le Stade Brestois sera relégué en fin de saison prochaine, en fin de saison actuelle, pardon. D'accord. Moi, je suis dans une position plus modérée, dans le sens où effectivement Brest va galérer. Je- Peut-être que Brest finira par être relégué, mais je pense que par exemple, ça sera pas un long chemin de croix comme ça a été pour Dijon, et qu'au final, ça se jouera à très peu. Et très peu, par exemple, c'est la défaite face à Metz, qui pour moi a pour le coup le vrai profil de lanterne rouge. Je l'avais dit avant le match, clairement perdre face à Metz, c'est un grand, enfin c'est un désaveu absolu. Ça te flingue ton début de saison qui en soi n'était pas catastrophique avant ce match-là, mais voilà, on n'est pas largué non plus, on n'a pas pris une leçon face à Metz, c'est le côté un peu rassurant. Effectivement, Ouais, le alors résultat, on peut le lui, voir de deux manières. On peut le voir de deux manières, parce qu'effectivement, on n'a pas du tout pris une leçon contre Metz, et je pense que Metz marque sur les deux occasions, et encore, c'est des demi-occasions. Je pense également que si on joue 10 fois ce match, je dirais pas qu'on le gagne 9 fois, mais en tout cas, on le perd très peu de fois. Mais c'est aussi un symbole, je trouve, tu perds les matchs que tu dois perdre contre le PSG, tu perds les matchs que tu dois perdre contre Nice, mais les matchs que tu ne dois pas perdre, où tu fais jeu égal au moins avec ton adversaire, tu les perds aussi. Et je trouve que c'est assez négatif comme signal. oui, et là-dessus, moi, c'est le côté positif. Je me dis qu'effectivement, ce genre de match n'arrivera pas 4, 5, 6 fois dans la saison. Et typiquement, le match qui s'annonce le week-end prochain avec la réception de Reims, je m'attends à voir quelque chose de similaire. Reims, c'est peut-être un peu meilleur que Metz, mais c'est une équipe que Brest doit pouvoir maîtriser, à domicile en tout cas. Et moi, peut-être trop optimiste, je vois Brest enclencher sa première victoire dès ce week-end. Et mine de rien, ça ramènerait Brest à 7 points, ce qui correspond au
pas de tableau, mais pas la zone de relégation aujourd'hui. Ah bah, ça dépendra également des autres Bien résultats, sûr. mais effectivement, après, on n'est pas non plus complètement largué avec 0 points, mais si on regarde le classement, on est quand même à 6 points du 15e, qui est Clermont, qui est en chute libre aussi. Mais alors, si tu veux me faire rejoindre ton camp, c'est effectivement maintenant ou jamais, quoi. Je veux dire, en plus, le calendrier, c'est un des points que je notais, va être très compliqué avec déplacement à Lille, réception de Monaco, puis après Saint-Étienne, qui est dernier, mais qui vaut, je pense, plus que sa place de lanterne rouge. Si tu gagnes pas contre Reims, pour moi, ce sera déjà cuit à mon sens. Alors, tu veux que je commence avec un premier argument déjà, Yann? Oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Bah déjà au niveau comptable, on nous dit que c'est pas forcément les victoires qu'il faut regarder, certes, mais quand même. On a 4 points du coup après 9 matchs disputés, et on estime qu'il faut grosso modo à peu près 40 points pour se sauver. J'ai pris une fourchette moyenne haute, on va dire. Il en Mhm. manque donc 36 à prendre en 29 matchs, ce qui nous fait un total de 1,25 points par match, alors que nous sommes sur une moyenne de 0,4 pour le moment. Donc il va falloir un rythme bien différent et que le Stade Brestois change vraiment de braquet là pour se remettre dans la course parce qu'il y a des adversaires directs. Je pense, je ne sais pas moi, par exemple à Nantes qui était un adversaire direct l'année dernière qui ne le sera pas, je pense cette année qui a déjà 13 points. Clermont, Mhm. 6 points de plus sur nous. Reims, 6 points de plus que nous. Metz, déjà 2 points d'avance. 3 également. Donc voilà, il va falloir accélérer et rapidement. Sur ce point, je te rejoins, mais je note quand même que certes, on est sur une moyenne inférieure, mais on est quand même dans un bas de tableau qui aujourd'hui est plus resserré que l'an passé. L'an passé, on avait peut-être 4 équipes en début de saison qui étaient en difficulté. Cette saison, on est à 6-7 qui, d'ici 3 journées, peuvent toutes être lanterne rouge. Donc c'est plus stack, c'est plus... Il y a plus de concurrents, tout simplement. Et Ouais, ça se ressent c'est vrai tant au qu'on a niveau de l'effectif que comptable. Ouais, je suis d'accord là-dessus, sur le fait qu'il y a d'autres clubs qui ont également la tête du relégué. Mais après, le souci, c'est qu'il y a deux clubs qui chutent directement en Ligue 2 et un troisième qui est en barrage. Je vois Metz, je vois Troyes, je vois Clermont, je vois également Bordeaux éventuellement. Hein. Attention, c'est pas flamboyant. On n'est pas le seul club en grande difficulté, mais aujourd'hui, on est celui qui a la place qui est la moins enviable. Après, au-delà de la saison et de la dynamique actuelle sur les récents matchs, je vois un peu plus large et je regarde ce qu'on fait depuis quelques semaines, voire quelques mois. Et j'ai pris comme marqueur le début de l'année civile, donc le 1er janvier 2021. Depuis le 1er janvier 2021, est-ce que tu sais combien de matchs de Ligue 1 nous avons gagné? Je dirais que la réponse est 1. Non. Alors depuis quand même un petit peu plus, on en a gagné 4, on a battu Nice, Ouh. Bordeaux, Dijon que tout le monde battait, et le match à Saint-Etienne avec le doublé de Charbonnier, qui est la dernière victoire, c'était le 24 avril 2021. Donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, ça fait 6 mois en gros à peu près, ça fera presque 6 mois si on bat pas Reims, que Brest n'a pas remporté le moindre match de Ligue 1. C'est-à-dire que presque depuis le dernier changement d'heure, on n'a pas gagné un match, quoi. Pour vous donner un peu l'image et le laps de temps. Alors bien sûr, il y a eu l'été et la trêve entre-temps, on est bien d'accord. Mais ça fait quand même beaucoup, je trouve, dans la dynamique actuelle. 4 matchs sur la saison dernière, 0 cette fois-ci. Il n'y a pas du tout de confiance dans cette équipe et il n'y a pas de repères et de victoires sur lesquelles tu peux t'appuyer en disant en cours de match, bon, ça va pas, mais on a réussi à déjà gagner des rencontres dans cette situation. Là, pas du tout. On est vraiment au fond du trou. Alors tu me diras, ça peut pas être plus mal, mais je ne vois pas comment ils vont pouvoir remonter la pente. Alors, sur ta réponse, moi j'ai 2 points à souligner. Le premier, c'est que sur les victoires que tu as signalées, il y a effectivement Bordeaux et Saint-Etienne, qui aujourd'hui sont pour moi 2 des 3, voire 4 candidats les plus concurrents, les plus sérieux. Saint-Etienne, ces derniers, ça fait un bon match face à Lyon, mais c'est leur seul bon match depuis peut-être 6 mois. Bordeaux, on l'a vu, ça a quand même pris 20 buts en 9 matchs. Bordeaux, c'est beaucoup. C'est un C'est vrai effectif qui est en pleine que reconstruction. C'est 2 équipes qu'on peut battre cette saison pour moi. Et l'autre point, effectivement, je te rejoins sur le fait que, effectivement, il y a un manque de confiance, etc. Mais malgré les mauvais résultats, Brest a quand même quelques références solides, notamment en ce début de saison. On repense au match face à Lyon qui laisse énormément de regrets, mais même le match face à Rennes, Brest a montré des belles choses. Et ça, c'est la statistique totalement lunaire. Brest est aussi la seule équipe de Ligue 1 à avoir marqué à chaque rencontre cette saison. Il y a quelque chose, on ne part pas de zéro, c'est pas un terrain vague, c'est pas vide comme l'était justement Dijon la saison passée. Et du coup, ça laisse quand même penser qu'une victoire, par exemple face à Reims, hein, je donne des conseils, faites ce que vous voulez,
ça peut très vite te relancer et te remonter à un niveau beaucoup plus convenable, c'est-à-dire 14, 15e, ce qui est l'objectif, je pense. Même 17e, je prends, je signe tout de suite si à la fin Bien de la sûr. saison, on met 17e. Bien Alors, je te sûr. réponds là-dessus, j'entends tes arguments, mais pour moi, le match à Lyon, notamment, qu'on doit d'ailleurs gagner, hein, à mon sens, puisqu'on a des occasions énormes, et peut-être que si tu gagnes à Lyon, ça démarre, ton Oui, championnat c'est sûr. démarre différemment, et t'as pas les 4 points aujourd'hui, bon, évidemment, mais t'as peut-être même 10, 12 points, on ne sait pas. Après, je pense que c'était un Lyon qui était totalement en rodage. On voit que Lyon, c'est beaucoup mieux en ce moment. Après, c'est le jeu, hein, et tu joues l'équipe à ce moment-là. Mais c'était plus Lyon qui a fait un bon match que Brest qui a fait un bon match, à mon sens. Après, on parle aussi du match de Rennes. Effectivement, le match de Rennes, c'était équilibré. On a rivalisé avec le Stade Rennais. On n'a pas grand-chose à leur envier sur le match. Il y en a qui disent également, ouais, mais contre Paris, on a été bon. Oui, mais Paris, c'est pas une référence. Paris, c'est toujours le match où tu as les joueurs qui vont se sublimer, vraiment faire plus, et on le voit tout le temps. Là, on a vu les Rennais qui ont battu le PSG. Je suis pas certain que le Stade Rennais écrase la concurrence. Là, le prochain match, ils jouent Metz. À Metz, je suis pas du tout certain qu'ils aient gagné à Metz, par exemple. Ils Donc ont le mis match 6-0 à Clermont, quand même. oui, oui, bien sûr. Non, mais d'accord, je mets pas en doute ça. Après, c'était un Clermont à prime, hein, en semaine. Je trouve que lorsqu'on joue contre des équipes de notre niveau, que ce soit Strasbourg, où on fait pas forcément un mauvais match non plus, mais on le perd 3-1. À Clermont, où tu es en supériorité numérique et tu mènes et tu n'arrives pas à gagner. À Nantes, où on voit pas le jour. Hein. Clairement, sur le match, non, les Nantais étaient bien supérieurs. Qu'est-ce qu'on a eu comme match Metz? Bon, on l'a perdu alors qu'on n'aurait pas dû le perdre, tu vas me dire. On a également des matchs contre Angers. À Angers, tu mènes et tu finis par te faire égaliser. Il y a énormément de frustration dans les résultats et on n'arrive pas à battre les équipes qui sont à notre niveau. Et ça, c'est problématique. Franchement, c'est très très problématique. Et à cela, j'ajoute, j'ai d'autres arguments plus tard, mais c'est sur le terrain le comportement. T'as pas de réaction et j'ai pas l'impression qu'il y ait une force collective et de véritables leaders, de joueurs qui vont prendre le lead dans cette équipe et puis dire bon voilà, remonter le moral des troupes pendant le match et faire changer de scénario parce que les scénarios généralement on n'arrive pas à les changer ou alors quand ils changent c'est en notre défaveur. Bah ça, on en a discuté en amont, c'est l'argument sur lequel je te rejoins totalement. Et c'est un peu ce qu'on attendait de Michel Derzakarian. Et sur le coup, je sais qu'il commence déjà à être critiqué, mais moi j'aime beaucoup ce que Derzakarian fait, notamment en termes de communication. C'est-à-dire qu'on a vu un Derzakarian râler énormément quand Brest montrait des choses prometteuses mais n'allait pas au bout. Et maintenant que Brest a la tête au fond du trou, il fait ce que on n'a pas vu à Brest depuis Jean-Marc Furlan, c'est-à-dire qu'il protège ses joueurs. Ses conférences de presse post-Nice, post-Metz et post-Nantes, il aurait eu toutes les raisons de lâcher un coup de gueule, d'éclater tout le monde. Et non, il se met en posture, il dit voilà, c'est un peu de ma faute, les joueurs, machin. Ça, c'est quelque chose sur lequel l'effectif peut se bâtir. Et je suis persuadé, effectivement, une nouvelle fois, qu'une première victoire va lancer. Euh, Alors je peux te répondre juste sur ce point. oui, Bah moi justement j'avais noté un truc sur la communication du coach et alors on n'a pas préparé ensemble le podcast et c'est assez marrant que tu évoques ça. J'avais à l'inverse enfin c'est pas volontaire mais j'avais noté qu'il semblait déjà avoir usé de toutes les tactiques possibles en fait dans sa communication. Il était virulent, il a tapé sur tout le monde en demandant si les joueurs comprenaient bien ce qu'il disait, s'il parlait français. Et maintenant, il est plus protecteur. Alors, est-ce que c'est une stratégie qui s'avère payante? J'ai pas d'avis définitif là-dessus. Hein. C'est peut-être très bien vu de sa part et c'est bien calculé, je n'en sais rien. Mais voilà, il a déjà utilisé pas mal d'arguments et j'ai peur que bah, déjà on est simplement début octobre, mi-octobre, que lui aussi soit un peu usé mentalement déjà par le début de saison. Alors peut-être que Stock a raison, j'ai vraiment pas de réponse définitive là-dessus, mais c'est le point de vue que j'avais en tout cas, un coach qui me semble un petit peu à la peine également, quoi. d'accord. Bon, bah, sur le coup, moi, je suis totalement en total désaccord. Mais voilà, c'est le jeu. Le temps nous le dira. Et puis, lui aussi, il attend cette première victoire. Hein. On se rappelle de cette interview absolument presque lunaire, on va dire, où il annonce vouloir l'Europe avec le Stade Brestois d'ici quelques années. Bon, on en est loin. Peut-être pour recentrer, on a beaucoup parlé au final des résultats, etc., mais on n'a pas parlé de l'effectif. Ah, j'ai aussi des points là-dessus. Et là-dessus, moi, je vais quand même revenir sur quelques exemples que tu as donnés. Bon, le match face à Nantes, on perd face à ce qui est, à mon sens, un bien meilleur effectif que le nôtre. Pour moi, Nantes, ça est un effectif pour finir 10-11e. Mais par contre, que ce soit face à Angers, face à Clermont, enfin, surtout ces deux matchs-là, c'est des effectifs qui, à mon sens, sont moins bons. Ou en tout cas, le 11 de départ, pour moi, on compare le 11 de départ des 5-6 derniers, Brest n'a pas à être relégué. Alors, je suis d'accord sur une partie de l'effectif, sur la partie offensive.
Je pense qu'on a des joueurs offensivement, que ce soit Mounier, que ce soit Fèvre, que ce soit Honora, qui sont des bons joueurs de Ligue 1 et qui peuvent te permettre de marquer. D'ailleurs, tu l'as dit tout à l'heure, on est la seule équipe qui a marqué à chaque match et qui peuvent te permettre de marquer des buts dans toutes les rencontres. Pour moi, en revanche, on a un effectif qui est faible dans la mesure où derrière, c'est vraiment catastrophique. Et je m'en suis rendu compte en allant au match, en étant au stade, je trouve qu'on s'en rend mieux compte, notamment à Le Blé, hein, ou même à Nantes, où à Nantes, c'était impressionnant, c'est que chaque offensive nantaise, alors certes, c'est des bons joueurs, c'est pas non plus des cracks de Ligue 1, tu l'as dit, ils vont finir 10, 11e, je pense que, ouais, grosso modo, c'est une équipe qui va jouer le milieu de tableau. Mais face à une équipe qui joue le milieu de tableau, on a été en danger en permanence. Pour moi, derrière, que ce soit Brassier, qui est un joueur que, bah voilà, c'est de notoriété publique entre nous, que je n'apprécie pas forcément, en tout cas le joueur, hein, l'homme, je le connais pas, mais je le respecte bien sûr, mais le joueur, je n'en suis pas un grand fan, que ce soit Brassier, Duverne, ou n'importe qui d'autre en charnière avec Brennan Chardonnay, ça ne me rassure pas, et sur les côtés, c'est malheureusement pas beaucoup mieux. J'attendais beaucoup plus de Uronen par exemple. Je vais lui laisser du temps parce qu'il est revenu, il a été blessé avec la Finlande et quand il est revenu ça n'a pas été bon du tout. Pierre Gabriel qui sort des prestations mitigées mais qui est souvent responsable de petites conneries. Et au milieu de terrain, franchement, je suis pas du tout convaincu non plus de Lucien Agoumé par exemple. Pas persuadé que le poste auquel il joue soit le sien. Belkebla, c'est l'ombre de lui-même. Mbog n'a pas le niveau Ligue 1 pour moi, maintenant c'est clair. Et Magnetti, qu'on a vu beaucoup au début de saison, on ne le voit plus. Il n'est pas équilibré cet effectif. Et ce qui m'amène à un autre point, et on va pouvoir le dire, peut-être maintenant au mois d'octobre, le mercato est loupé. Le mercato est loupé. D'accord, c'est difficile dans le contexte. J'entends les arguments de Grégory Lorenzi qui s'en défend en disant que le contexte est difficile économiquement, que le club a des dettes, enfin en tout cas des trous assez béants. Mais c'est pareil, enfin je veux dire, Clermont n'a pas forcément plus d'argent que nous. Il y a des clubs. Après, tu vas me dire, il y a une concurrence déloyale avec Bordeaux qui peut recruter, etc. Saint-Etienne n'a rien recruté non plus. Je pense que l'effectif est mal bâti. L'effectif est mal bâti derrière. La question dans les buts. Alors, moi, j'ai absolument rien contre Marco Bizot parce que je trouve que notamment à Nice, après avoir regardé le match en différé une bonne partie, il fait effectivement un bon match. Et puis sur le début de saison, bon, qu'est-ce que tu veux lui reprocher de particulier? Mais mettre autant d'argent sur un gardien, alors qu'on avait Gauthier Larsonneur qui certes avait une saison peut-être difficile l'année dernière, mais est-ce que c'était la priorité? Est-ce qu'il n'y avait pas un milieu de terrain à la place de Diallo qui n'a pas été remplacé depuis un an maintenant à trouver? Vraiment, pour moi, ce mercato est loupé et on risque de le traîner comme un boulet pendant bien longtemps. Alors, il y a eu le cas de Romain Fèvre aussi, on pourrait en parler peut-être, qui ne part pas à la dernière minute. Peut-être aurait-il fallu le vendre. Est-ce que c'était trop tard? C'est très facile à dire à notre place à nous, en tant que commentateur, vraiment, en étant installé dans notre bureau et critiquer les choses, c'est très très facile. Mais on a quand même un regard assez, je pense, éclairé sur la question, parce qu'on a vu pas mal de matchs, on sait maintenant comment ça se passe. Et pour moi, le mercato est loupé. Et, voilà. Et en plus, et on en parlera si tu veux, Yann, on a déjà parlé en privé, mais je suis pas sûr qu'on puisse se refaire la cerise au mercato hivernal. Alors, je vais revenir dessus juste après. Juste, effectivement, défensivement, quand même souligner, parce que voilà, on n'a pas pu le faire autrement, mais souligner la bonne performance de Denis Bain à Nice. Honnêtement, en toute franchise, moi, j'y croyais pas. Après avoir passé autant de temps sans jouer, je m'attendais à avoir un joueur catastrophique, et non. Donc, ça apporte pas forcément une garantie, mais ça peut le devenir sur les prochaines semaines. Bon, on va pas faire la blague Christophe Herrel, même si on nous souhaite de revenir le plus tôt possible. J'y crois toujours pas, malheureusement. Et effectivement, Uronen, que tu évoquais, effectivement, il n'y a pas le niveau, mais pas le niveau sur ce qu'il a montré pour l'instant, mais vu sa carrière, ça serait incompréhensible qu'il ne réussisse pas en Ligue 1 dans les semaines à venir. Donc je suis assez confiant finalement pour voir le système défensif progresser. Et tout simplement, c'est tout bête, hein, mais mettons que Denis Bain effectivement s'affirme en défense centrale, on n'aurait plus besoin de mettre Jean-Kévin Duverne à gauche, puisqu'on pourrait avoir un Lilian Brassier qui, malgré tous ses défauts, est quand même plus fiable, au moins défensivement. Après, là où je te rejoins totalement, effectivement, c'est au milieu. Il manque du nombre et de la qualité. Et là par contre, je souscris totalement à ce que tu as dit sur le mercato. C'est un mercato raté. Parce que tu as légèrement et encore amélioré ton 11, et derrière, tu n'as rien changé. C'est-à-dire que nos seuls changements sur le banc, c'est Jérémy Le Doiron. On n'a rien à faire rentrer sur le banc. Youssouf Badji, bon, on va lui laisser du temps. Apparemment, il a été très bon avec la réserve le week-end dernier, mais voilà, c'est pas des renforts. Et défensivement, on a Julien Fossurier qui ne joue presque plus depuis un an, donc qui n'a forcément pas de rythme.
c'est compliqué. Et là, où justement, on va aborder la question, c'est que je pense, et c'est ce qui me fait le plus peur, c'est que Brest est peut-être le seul club de ce bas de tableau Ligue 1 à ne pas pouvoir se renforcer au cours de la saison. Je dis au cours de la saison et pas uniquement au cours du mercato hivernal, parce que l'exemple de Reims et même d'Angers, il est assez flagrant, c'est que ces clubs-là ont des très bons jeunes joueurs qu'ils ont réussi à faire monter. Je pense à Alicho du côté d'Angers, je pense alors son nom c'est Etiquité ou quelque chose comme ça du côté de Ouais. Reims. C'est des jeunes qui, eux, ont quelque chose à apporter à l'équipe première. Aujourd'hui, à Brest, est-ce qu'il y a un jeune qui a quelque chose à apporter à l'équipe première? Josué Escartin, ça semble être un peu tôt. Axel Camblanc, qui fait un bon début de saison avec la réserve. Mais sinon, Brest n'a pas de réservoir, en fait. Alors, en parlant de réservoir, il y a quand même un joueur, tu parlais de RL tout à l'heure, alors c'est un peu le running gag parce qu'on nous l'annonce sur le retour semaine après semaine, on nous a dit fin septembre, on est le 13 octobre, on va voir s'il est dans le groupe face à Reims, donc il faut imaginer un retour peut-être pour lui à la prochaine trêve internationale, mais il y a également Paul Lannes qui va, selon le C'est vrai. Télégramme, prolonger. On voit pas mal d'images de lui sur les réseaux sociaux qui s'entraîne, qui a repris la course, qui tape dans le ballon également à Clairefontaine. Donc un retour de Paul Lannes était envisagé, mais idem, hein, quand t'as pas joué depuis aussi longtemps, un joueur de son âge, on sait qu'il faut du temps pour revenir. C'est une recrue éventuellement pour le mercato d'hiver, mais est-ce que ce ne sera pas trop tard à ce moment-là? Est-ce qu'on ne sera pas déjà totalement largué au classement? Moi, j'attends son retour avec impatience parce que je pense qu'il peut apporter. Et quand il jouait avec Belkebla, le milieu Lannes-Belkebla, c'était assez intéressant, même si je sais que par exemple Quentin n'était pas fan de Paul Lannes. Depuis le départ de Diallo, on n'a pas trouvé mieux au milieu de terrain. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, ce qui me fait peur, et là je pense qu'on est totalement d'accord, c'est que Paul Lannes soit au final la seule recrue, si on veut, cet hiver. Là où Bordeaux et leur système avec Gérard Lopez, on sait qu'il va y avoir énormément de mouvements. Saint-Etienne, si les rumeurs de rachat se concrétisent, c'est évident que ça va recruter au moins à des postes clés. 3 a bien recruté cet été et a laissé entendre qu'ils avaient encore de la marge pour cet hiver. Donc voilà, ça c'est le point qui m'inquiète le plus, c'est de voir que Brest sera le seul à ne pas pouvoir se renforcer. Même Metz a eu une très belle rentrée d'argent et la vente de Pape Maté-Sarr, donc potentiellement ils peuvent investir. Alors, nous, on va nous dire oui, mais si on va en Fèvre, si on va en Fèvre, de toute façon, si on regarde bien ce que disait Grégory Lorenzi dans la presse et autres dirigeants du club, on va pas parler de Denis Lucin parce que lui ne parle pas, ne parle jamais. Si on va en Fèvre, l'argent sera réinjecté dans le club, pas dans le mercato, pas dans les transferts, ou alors une infime partie peut-être en cas de situation d'urgence. Effectivement, on va devoir faire avec l'effectif actuel et, comme on le disait précédemment, la faiblesse de cet effectif actuel, particulièrement au terrain, et notamment quantitativement, hein, parce que des joueurs individuellement, que tu prennes Lucien Agoumé, Aris Belkebla, c'est des bons joueurs de foot, mais si la mayonnaise ne prend pas, ça va être très compliqué. Il suffit que, par exemple, tu as un joueur comme Chardonnay qui se blesse derrière. Bon, on croise les doigts, il est solide et on va pas lui porter la poisse, mais ça peut arriver. Après, il y a aussi des points positifs. Il faut pas non plus faire des points positifs, des motifs d'espoir plus que des points positifs. On a parlé déjà de la CAN. Beaucoup de joueurs partiront à la CAN, notamment à Metz, à Strasbourg. Je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns à Clermont aussi. Je C'est crois pas... qu'à Metz, c'est 12 joueurs qui partent Ah à la ouais. CAN. Il y en a également, je sais plus dans quel club, il y en a 5 également qui doivent partir. Je crois que c'est à Nice, mais bon, Nice ne joue pas le maintien. Bref, toujours est-il que nous, Mounier ne part pas parce qu'il n'est pas qualifié. Il y aura éventuellement Belkebla, sinon je ne vois pas d'autres joueurs partir à la CAN. Tu me Merci dis. à la Sierra Leone. On n'a pas de joueur de Sierra Leone, si? Ah putain, Non. pardon, j'ai pas bien compris ce que tu as dit. Oui, merci Sierra Leone. Oui, pardon. Et tout à fait. D'ailleurs, Mounier qui a marqué en qualif de la Coupe du Monde, ils sont premier ex-aequo du groupe, donc peut-être qu'il va se qualifier pour la Coupe du Monde. Alors le premier en Afrique n'est pas qualifié directement, il joue un barrage, et comme ils sont pas tête de série, ils jouent un barrage contre une grosse équipe, donc il n'y est pas encore, mais pourquoi pas. Et donc nous, on aura moins de joueurs qui seront éventuellement... Belkebla. c'est ça, Belkebla. Bon, après, on a déjà que 3 joueurs au milieu, donc ce sera emmerdant. Hmm. Mais voilà, il faut aussi regarder les autres. Un championnat, c'est une course de fond, c'est un marathon. On est mal démarré. Voilà, moi, c'est ce que je disais. Il y a le match de Reims, après il y a Monaco-Lille, je crois que c'est Saint-Étienne ensuite. Si à la prochaine trêve internationale, t'as pas de 10 points, je vois pas ce que tu peux espérer en cette saison, honnêtement. Oui, honnêtement, bien sûr, c'est facile parce que j'avais déjà dit, voilà, attention, Metz, ça doit être le premier match qui va décoller notre saison. Là, je dis, ça doit être Reims. Si c'est pas le cas, effectivement, la dernière échéance, c'est Saint-Étienne. Et le maintien, j'espère qu'on n'en sera pas là, mais mettons que tu perdes à Reims et à Saint-Étienne.
Là, il n'y a aucun moyen d'espérer quoi que ce soit, parce que ça voudra dire que comptablement, tu n'y es pas, et surtout que mentalement, ça a lâché. Enfin, comme je le dis depuis le début, on n'est pas Dijon, on ne se fait pas rouler dessus par les équipes. Logiquement, il y a bien un moment où voilà, la réussite tourne en ta faveur, où tu as le surplus d'âme qui fait que voilà, tu gagnes. Mais après, pour revenir sur la réussite et le surplus d'âme, par exemple, nous, enfin, tu vois, en Ligue 1, il y a des clubs, des petits, ce qu'on appelle des petits clubs, nous, on peut dire ça parce que nous, on en fait partie, qui vont faire des coups chez les gros. Je sais pas, t'as Lorient qui a failli aller gagner Lyon. Vous allez dire que nous aussi, mais je vous dis, c'est sur le premier match de la saison, voilà. Lorient qui tape Lille, Lorient qui tape Nice à domicile. T'as des Strasbourg qui vont gagner à Lens, qui mettent 3-0 à Metz. Je sais pas, t'as des Reims par exemple qui arrivent à finalement à gagner à Rennes. Nous, quand on joue des grosses équipes, j'ai l'impression que c'est défaite assurée à chaque fois. Tu vois, par exemple, le match de Nice, moi je l'ai pas regardé en direct le samedi soir parce que je savais que d'avance on n'y avait rien à espérer et ils m'ont pas donné tort. Et en ce moment, l'équipe, il y a rien à espérer quand tu la regardes, quoi. Tu vois, par exemple, le match de Reims, idem, je suis pas certain d'y aller. Et ça fait des années que j'ai pas raté un match à l'oubli parce que je ne me retrouve pas dans cette équipe. Et il y a tout simplement pas cet esprit de conquête et de révolte qui me donne envie de les encourager, de les suivre. Je dis ça maintenant parce que je suis un peu contrarié par le début de saison. Je dis ça souvent. Après, ça change. Mais on n'a pas là, tu vois, par exemple, on va jouer Lille et Monaco. J'espère qu'on arrivera à prendre au moins un point ou deux sur ces matchs-là. Mais en l'état actuel des choses, pour moi, ça fait du zéro pointé ces deux rencontres. Après, paradoxalement, je trouve que dans le contenu, on est mieux face au gros que l'an passé. Mais effectivement, tant que ça ne suit pas comptablement, c'est difficile. Et je vais rajouter un dernier point qui, cette fois, est plutôt un de tes arguments, mais finalement, ce qui ressort de cette équipe, c'est que même eux, ils aiment pas jouer ensemble. On n'a Bah, pas j'ai l'impression, cette ouais. impression que les joueurs vont faire les efforts pour les autres. Moi, ce qui me frappe sur ces derniers matchs, c'est par exemple Franck Honora, qui fait un bon début de saison. Je pense sincèrement qu'il se blesse s'il fait une passe à un autre joueur que Romain Fèvre. On C'est voit pas des faux. circuits, des joueurs qui refusent volontairement de passer le ballon à d'autres. C'est compliqué de s'en sortir avec une telle mentalité. C'est compliqué. Ça revient sur ce que je disais tout à l'heure sur finalement cette force collective. Souvent, on dit que les équipes qui se maintiennent ont un petit supplément d'âme, ont quelque chose qui fait la différence. Tu vois, alors je prends un exemple, l'exemple lensois, où Lens évidemment ne joue pas le maintien au regard de l'équipe qu'ils ont et du début de saison qui est le leur. Ils sont deuxième de Ligue 1. Je rappelle qu'ils ils ont forcément pas les mêmes moyens que nous, mais ils étaient en Ligue 2 il y a un an et demi. Et on sent quelque chose dans ce collectif et je suis pas certain qu'à tous les postes, il y ait des joueurs excessivement supérieurs aux nôtres, par exemple. Et pourtant, la différence est énorme. Il y a aussi beaucoup dans les têtes, hein. Ça joue énormément dans les têtes et je pense qu'à ce niveau-là, nous, on est vraiment... Et ça reste depuis... C'est pas la faute de Der Zakarian pour moi, ça reste depuis déjà la fin de la saison dernière, la deuxième partie de saison dernière. Et même de toute façon, on s'en souvient, avant le Covid, avant l'arrêt de la saison, on était déjà pas très 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 bien possible qu'on soit descendu la première année. Donc après, est-ce que c'est grave? On n'est que Brest. On n'est que Non, non, Brest. Et puis c'est normal d'avoir aussi des moments de voilà de difficulté. Tu joues le maintien en Ligue 1. C'est simplement la vie de notre club. Je pense qu'il est comme ça aussi. Il faut pas en vouloir plus que ça à l'équipe. Et on va regretter des choix, on va regretter des décisions, on va regretter des transferts qui se sont faits ou qui ne sont pas faits, des mauvais recrutements. Mais c'est l'histoire un petit peu du club. Quand tu regardes les autres clubs de Ligue 1, il y a des équipes qui sont simplement meilleures que les nôtres. D'autres, pas forcément, mais on est dans les. Pour moi, on est entre la 15e et la 20e place. Et j'ai bien peur que cette année, on parte pour faire la 20e, quoi. hmm. Deux petits points peut-être pour finir. Le premier, c'est que je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que c'est pas grave. Parce que la différence avec ce qui s'est passé en 2012, et il faut quand même rappeler qu'en 2012, quand le Stade Brestois descend financièrement, c'est la catastrophe. C'est que là, Brest a investi assez massivement depuis 2 ans. Et ça se ressent notamment au niveau des salaires. Si tu descends en Ligue 2, comment tu vas continuer à payer des joueurs qui en l'état sont invendables? Je pense évidemment à Christophe Herrel. La situation financière du club pourrait être plus que mise en péril en cas de descente. Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième qui est plus une question qui revient un peu sur ce que tu disais. Est-ce que toi, tu as l'impression que les joueurs sont en train de se faire lâcher par le public? Hmm. Alors, il n'y a pas eu de match depuis un petit moment, donc c'est assez difficile parce que les dernières tendances sont assez anciennes. Finalement, le match de Metz, hein, c'est le 26 septembre, ça fait déjà presque bien 15 jours, presque 3 semaines, dimanche prochain. Il y a eu une forme de petite
tension à la fin de match. Déjà entre les joueurs, certains joueurs et la tribune Quimper, on sentait des balbutiements de tension, de propos qui ont été tenus. Mais après, l'équipe a quand même été applaudie à la fin du match. Il y a eu la défaite à Nice. Depuis, il y a eu un petit peu de temps, presque 15 jours. Je pense que ça peut naître, ça pourrait naître après le match de Reims, si jamais il y a défaite. Et encore, je suis même pas sûr. Je pense qu'il faudrait attendre encore quelques matchs avant de voir l'équipe lâchée par les supporters. Alors, je parle des supporters de la tribune Quimper. En revanche, pour ce qui est Foucault, Arkea, je ne sais pas. Mais je pense que la lassitude arriverait plus rapidement chez ces gens-là. À mon avis, la tribune Quimper saurait et saura être derrière son équipe, en tout cas jusqu'à la trêve, je dirais. Après, tout dépendra de toute façon. Les supporters seront derrière leur équipe. S'il y a la révolte, s'il y a la hargne, s'il y a la mentalité qui est derrière, si on voit qu'ils se battent à tous les matchs, mais qu'ils n'y arrivent pas, mais qu'il y a quand même cette volonté de bien faire à la limite. En revanche, s'ils laissent les matchs filer et que le club coule comment dirais-je, Dans l'indifférence. voilà. Ça risque d'être très chaud, je pense, sur la fin de saison. Mais pour l'instant, non. Il y a eu quelques tensions à la fin de match contre Metz, mais c'est logique, je pense, après une défaite comme ça. Ça s'est très vite dissipé. Après, attention, je pense aussi à des joueurs qui pourraient être un petit peu mis en difficulté. Je pense à Marco Bizot, notamment, parce que certains réclament déjà, et beaucoup, hein, on a vu sur les différents réseaux sociaux ou les commentaires, le retour de Gauthier Larsonneur. Alors, autant Gauthier Larsonneur est un joueur que j'apprécie beaucoup, évidemment. Autant mettre Bizot et le critiquer, le siffler, je trouverais ça très dur et je ne le comprendrais pas, quoi. Oui, je trouve ça très dur, d'autant que c'est un peu l'effet habituel, c'est que si on se concentre sur Marco Bizot, on ne parle pas des autres. Et Marco Bizot est loin d'être le joueur à qui on a plus de reproches à faire ce début de saison. Mais bon, voilà, je suis satisfait de ta réponse parce que moi, de mon point de vue, si il y a toujours une certaine osmose, on va dire, entre le public et particulièrement la tribune Quimper et son équipe, le maintien c'est encore jouable parce que va y avoir des matchs au couteau à la maison, notamment en deuxième partie de saison. C'est sûr que si le public n'est plus derrière son équipe, et ça pourrait se comprendre, parce qu'effectivement il y a eu des matchs qui sont scandaleux dans l'attitude, mais voilà, si le public est toujours là, moi j'y crois encore, ces matchs au couteau, on peut les gagner, et ça commence par le match face à Reims. Match face à Reims qui, quand même, pour la petite histoire, est la première victoire du Stade Brestois depuis lors de sa remontée. Donc, c'est vrai, le but de Charbonnier en fin de match. Et allez, je rajoute, soyons dans le positif, dernière statistique, la deuxième saison de Brest en Ligue 1 sur sur la première période, donc c'était en 2010-2011. 2011-2012, la deuxième saison. Brest ne gagne son premier match qu'à la 12e journée et se maintient finalement plutôt confortablement. C'est loin d'être perdu pour l'instant, mais il faut réagir et si possible dès ce week-end. Alors, juste quelques petites infos peut-être sur le match de Reims. C'est Brest ma ville par Ouest France qui vient de publier l'article. Je ne sais pas si tu l'as lu. Donc, à 3 jours du match contre Reims, Romain Del Castillo était absent de l'entraînement du Stade Brestois. Ah oui, lui on va pas en parler, mais pour l'instant aussi c'est une catastrophe ce recrutement. Après, c'est malheureux, mais bon. Ouais, c'est malheureux. En plus, il a été acheté. Donc, Steve Mounier et Lucien Agoumet ont effectué une séance individuelle. L'entraîneur a donné de la voix à l'entraînement. Romain Del Castillo, touché au ménager, n'a pas participé à la séance collective en fin de matinée, tout comme Aris Belkebla. 2 autres Tisef étaient sur le pont. Christophe Herrel, blessé de longue date au genou, a poursuivi sa remise en forme en prenant part à l'entraînement. Il avait quand même à l'entraînement. Jere Ronen, lui, a terminé avant ses coéquipiers en raison d'une douleur au pied droit. Ok. Avec la suspension de RPG pour la rencontre de ce week-end, le groupe a travaillé avec Jean-Kévin Duverne sur le côté gauche et Julien Fossurier à droite. Voilà. Donc, peut-être juste pour Timoré, rappeler la séance à l'écart de Steve Mounier et de Lucien Gomez, c'est parce qu'ils étaient en sélection. Tout à fait, oui, tout à fait. Normalement, ils seront là. Mauvaise nouvelle pour Ronen. Agoumet a joué ou pas Pardon ? Est-ce que Agoumet a joué en sélection? Oui, il a joué avec les U20. Il a joué, je crois que c'est 90 minutes. C'est peut-être pas trop mal pour lui donner de la confiance et lui redonner également des repères. Des repères, c'est ça. Tout à fait. Bon, on peut conclure peut-être un pronostic sur le match de dimanche. Depuis le début de la saison, j'arrête pas de donner des pronostics positifs, on n'en a pas gagné une. Donc cette fois-ci, je vais dire qu'on va perdre 2-0 et peut-être que ça va s'inverser. Ah, c'est une belle stratégie. Hein. Ouais, je sais quoi c'est faire. Comme les mecs qui parient contre leur équipe, tu vois, en mode bon, bah au moins je gagne quoi qu'il arrive.
Oui, sauf quand tu paries victoire de Nice avec 2 buts d'écart et qu'à la 93e minute, tu te fais niquer. Merci, coach. Je salue Mèche également, qui sait reconnaître. De mon côté, je vais pronostiquer une courte victoire 1-0. C'est également le score que je vais mettre sur Larousse, donc n'hésitez pas à faire vos pronostics. Ah, je Et- rebondis juste sur ton résultat, tu dis 1-0, à savoir que Brest n'a pas fait de clean sheet depuis le début de la saison. Oui, oui, non, mais je suis doublement positif, hein. Ma foi. Sachant que en plus Reims c'est une équipe qui a un jeu assez offensif malgré beaucoup de faiblesses, mais je sais pas, 1-0. Allez, on prend, hein. On prend et je pense qu'on peut conclure cet épisode un peu plus court que la normale, mais d'une part c'est peut-être mieux, vous apprécierez peut-être davantage et surtout les contraintes professionnelles font que c'est un peu compliqué. Et puis ça évite de faire du règlement de compte envers certains joueurs dès la 9e journée. On a 29 autres journées pour le faire. C'est ça. En tout cas, Fanch, merci de ta présence. Merci à toi. Bon match quand même. Oui, bah également, toi de l'étranger, j'espère que tu pourras le voir. Oui, 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 tout à fait. Non, pas de souci. Kenavo et bon match à tous. Allons sur le quai Guédon, devant le petit pont, chanter la chanson. Le branle-bas de la croisière et dans la planche baleinière. Chamboué, notre brigadier, son bol est caplé, un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.